Bienvenue dans le débat consacré à la guerre Israël-Hamas, jour 205, alors que Benjamin Netanyahou ne cesse d'affirmer qu'une offensive sur Rafah dans le sud de Gaza est imminente. Joe Biden s'est entretenu avec le Premier ministre israélien ce week-end afin d'évoquer la possibilité d'un accord de cessez-le-feu avec le Hamas qui permettrait la libération d'une partie des otages israéliens retenus à Gaza. Des négociations ont bel et bien repris au Caire, en Égypte, avec les représentants du Qatar et de l'Égypte. Une délégation du Hamas y est attendue. Anthony Blinken appelle le Hamas à accepter la proposition de trêve, selon lui, extraordinairement généreuse. L'Égypte, quant à elle, affirme avoir bon espoir. Par ailleurs, le secrétaire d'État américain fait étape, vous le voyez sur ces images, en Arabie Saoudite, avant Israël demain et la Jordanie mercredi. À Riyad, plusieurs dirigeants de la région sont réunis, dont le président de l'autorité palestinienne, le Premier ministre du Qatar ou encore le prince héritier d'Oman, ainsi que des responsables de Bahreïn. Des discussions en vue d'un accord de paix à Gaza en marge du Forum économique mondial qui a lieu en ce moment à Riyad, ont-elles lieu en ce moment. Alors où en sont ces négociations sur une éventuelle libération d'otages en échange de prisonniers palestiniens pendant une trêve? Que peut-il se passer finalement à Rafah, à Gaza? Et puis quels sont les enjeux donc de ce sommet de Riyad? Eh bien, on va poser des questions à mes invités. J'ai le plaisir d'avoir Georges Malbruno ce soir avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Grand reporter au Figaro, spécialiste du Moyen-Orient, auteur, ça vient de sortir donc de MBS Confidentiel, enquête sur le nouveau maître du Moyen-Orient. Bienvenue. Et puis en face de vous, Agnès Levallois, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes vice-présidente de l'IREMO, chargée de cours à Sciences Po. Bienvenue à vous. Également avec nous, Jean de Glignasti, bonsoir, diplomate, ancien consul général de France à Jérusalem, directeur de l'IRIS, et puis auteur de France, une diplomatie déboussolée. C'est sorti au mois de février. Merci d'être là. Maxime Pérez est avec nous ce soir, bonsoir. Vous êtes ancien correspondant au Proche-Orient et spécialiste des questions de défense. D'abord, pour démarrer, ces deux déclarations importantes, celle du ministre égyptien des Affaires étrangères qui a affirmé avoir, je cite, « bon espoir » dans une trêve et qui estime que la proposition sur la table tente de faire preuve de modération. Voilà ce qu'il a dit. Et puis celle de Anthony Blinken qui demande le secrétaire d'État américain au Hamas d'accepter la proposition de trêve. On l'écoute. Le Hamas a devant lui une proposition extraordinairement généreuse de la part d'Israël. En ce moment, la seule chose qui se tient entre la population de Gaza et un cessez-le-feu, c'est le Hamas. Ils doivent prendre une décision et ils doivent le faire rapidement. Donc nous attendons cela et j'espère qu'ils prendront la bonne décision et que nous pourrons avoir un changement fondamental dans la dynamique. Georges, est-ce que cette fois c'est la bonne? La balle est dans le camp du Hamas, en tout cas c'est ce que dit Anthony Blinken. Oui, et je pense qu'il faut quand même l'écouter parce qu'il fait allusion à une offre extrêmement généreuse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour la première fois, d'après ce que l'on sait, et après la visite du chef des services de renseignement égyptien Abbas Kamel, qui est allé à Tel Aviv vendredi discuter avec ses homologues israéliens, il est revenu avec une offre justement rédigée conjointement entre Israéliens et Égyptiens et qui pour la première fois fait mention de la part d'Israël de sa disposition à envisager une période de calme durable. Alors ça, c'est quand même très nouveau, parce que jusqu'à maintenant, vous aviez Benjamin Netanyahou qui disait « Moi, je veux récupérer mes otages, une période de calme, et après, je recommence de faire la guerre. » Le Hamas disait « Pas question, on est prêt à libérer des otages, mais on veut aussi qu'en même temps, il y ait un cessez-le-feu durable, il y ait un retrait de l'armée israélienne. » Donc, même définitif, il disait le Hamas. Définitif, mais en tout cas, là, on voit que d'après ce que l'on sait, ou ce que, par exemple, le site Axios, qui est généralement bien informé, a affirmé, au début de la deuxième période, donc au terme d'une trentaine de jours, eh bien, il y aurait ces négociations sur un calme durable. Donc, ça veut dire presque un cessez-le-feu. Et donc, c'est pour ça que je pense que Blinken parle d'offres, alors extraordinairement généreuses, c'est peut-être, mais enfin, on voit bien qu'il y a cet aspect-là et aussi, apparemment, l'autre aspect qui jusqu'à maintenant faisait qu'il y avait des divergences, c'était sur le retour des dizaines de milliers de Palestiniens qui sont massés à Rafah, qui doivent rentrer
dans le nord, il y avait des divergences entre le Hamas qui demandait que sur la route Salah-ad-Din, il n'y ait pas d'armée israélienne. L'armée israélienne disait on sera là. Apparemment, l'armée israélienne a accepté de reculer. Donc voilà. Et donc, on se trouve aujourd'hui, à l'heure où l'on parle, effectivement, le Hamas, dans les prochaines heures, doit donner sa réponse. Il faut espérer que ce soit la bonne réponse cette et fois. Une réponse positive. Voilà, je pense qu'il y aura encore des ajustements, mais on voit quand même qu'il y a quand même un rapprochement et qu'a priori Israël a fait quelques concessions. Agnès Levallois. Oui, je crois que la pression américaine a été telle qu'Israël, effectivement, a un peu bougé et que Netanyahou, qui est quand même coincé, non seulement par les Américains, mais aussi par la forte pression de la population israélienne qui veut le retour des otages. Et cette pression, quand même, est de plus en plus forte sur Netanyahou. Jusque-là, il a quand même résisté. Mais j'ai le sentiment, là, que la conjonction des pressions américaines et des pressions de la société israélienne l'oblige à avancer. Mais on voit bien quand même qu'à chaque fois, il se heurte quand même à un obstacle majeur qui est la composition de son gouvernement, puisque déjà les ministres d'extrême droite ont déclaré que s'il y avait un accord, eh bien la coalition risquait de tomber. Et donc on voit bien que Netanyahou est en permanence sur la corde raide. Comment accepter sans mettre en danger sa coalition et avec toutes les conséquences que ça a sur sa vie politique, sur son avenir politique. Maxime Perez, la presse israélienne évoquerait la libération, en tout cas ce week-end, de 33 otages, une trêve peut-être de 40 jours, c'est à peu près ça c'est ce qui est rapporté notamment par la chaîne Al Jazeera qui cite, je crois, le ministre britannique des Affaires étrangères, David Cameron. C'est une proposition qui n'est pas totalement neuve. Les Israéliens exigent depuis un certain nombre de semaines maintenant des noms, une liste d'otages vivants en particulier, ce que le Hamas n'a pas été en mesure de fournir lors des dernières tentatives de parvenir à un cessez-le-feu, ce qui a d'ailleurs à un certain moment, je crois, fâché le Qatar. C'est pour ça peut-être d'ailleurs que l'Égypte est un petit peu revenue dans le jeu diplomatique, peut-être a-t-elle même repris la main ces dernières heures, puisque le destin du Proche-Orient se joue actuellement au Caire et sans doute demain, puisqu'une délégation israélienne y est attendue, mais il est clair qu'on est attendu demain, la délégation israélienne. Voilà, absolument, à sa tête le chef des services de renseignement israélien, le Mossad, David Barnea, ce qui est quand même un indicateur assez important sur le sérieux des tractations en cours. La vraie question qu'il faut se poser, c'est de savoir si le Hamas a un réel intérêt à ce stade à un cessez-le-feu. Je n'en suis pas sûr, on pourra le développer peut-être plus tard. Et est-ce qu'Israël, et en particulier Benjamin Netanyahou, a intérêt à un cessez-le-feu? Et là aussi, on peut discuter de cette question qui, à mon avis, n'est pas tranchée le concernant. Jean de Guignassi, est-ce que effectivement le fait qu'on a parlé d'un entretien téléphonique entre Benjamin Netanyahou et Joe Biden ce week-end, ça a joué un rôle? Les Américains, effectivement, veulent absolument sortir de cette impasse. Il y a eu un signal fort quand ils ont laissé passer une résolution qui demandait un cessez-le-feu dans des conditions un peu restrictives. C'était le Ramadan, ça devait déboucher sur une trêve, etc. Mais enfin, quand même, les Israéliens sentent qu'ils risquent d'être un peu lâchés. Il y a aussi un élément de pression qui est important. C'est la première fois que je vois les Israéliens fléchir, si je puis dire, montrer de l'inquiétude face aux pressions internationales. C'est les menaces d'inculpation à la Cour pénale internationale. Parce que ça, c'est un moyen de pression considérable. Et donc, du coup, la mentalité de Netanyahou va évoluer parce qu'il n'a pas envie d'y passer. Et Dieu sait si c'est... Cour pénale internationale, il faut rappeler, voilà. Qui donc vise des individus. Donc, en l'occurrence, ça serait Benjamin Netanyahou qui serait dans le viseur de la Cour pour un éventuel mandat d'arrêt international contre lui. Voilà. Mais en revanche, élément moins positif, sur le fond, je suis assez d'accord avec vous. Je crois que la seule chance de survie pour le Hamas militaire, c'est un accord pour un cessez-le-feu vraiment durable. 40 jours, si les Israéliens reprennent le conflit après, ils sont fichus, les militaires du Hamas qui sont là-bas. Donc, ils voudront des garanties pour l'extension et je pense que c'est là que se joue l'essentiel. C'est autour de ce mot durable. Voilà. Que ça se joue c'est la survie du Hamas militaire qui est en jeu. Là. Mais je crois que ce qui a compté aussi dans l'évolution, je pense, de la perception du Hamas de la guerre depuis 6 mois, c'est quand même beaucoup. Il y a 6 mois, vous vous souvenez, peu de commentateurs disaient que dans 6 mois, Sinwar et Day seraient encore dans leur tunnel. On parlait de l'éradication du Hamas. Ça n'a pas eu lieu. Mais
y compris Sinwar, qui est un chef extrêmement têtu, etc., il a conscience que la population de Gaza, aujourd'hui, elle en a marre. Elle en a marre, elle peut se retourner contre le Hamas. Le Hamas voudra continuer de jouer un rôle politique et peut-être militaire, mais pour ça, il faut qu'il donne quelque chose à la population qui est complètement exténuée, dont le 70% des habitations sont détruites. Donc voilà, il faut qu'il donne quelque chose, et c'est ce qui explique, je pense, que sous la pression, on dit, on va voir si ça se confirme, mais que effectivement, le Hamas, en tout cas l'a déclaré hier au Caire, pourrait avaliser cet accord de cessez-le-feu. En tout cas de calme, de première phase. On va y revenir. Il y a aussi donc pression, vous dites, du côté à Gaza. Et puis à Tel Aviv, des manifestations encore assez importantes ce week-end. Des familles d'otages qui demandent la libération de leurs proches, qui manifestent d'ailleurs tous les week-ends. Mais on va écouter la fille de l'otage Keith Siegel, qui était dans l'une des 2 vidéos diffusées par le Hamas la semaine dernière. Le fait de voir mon père aujourd'hui ne fait que souligner à quel point nous devons parvenir à un accord le plus rapidement possible et ramener tout le monde à la maison. J'exige que les dirigeants de ce pays regardent cette vidéo et qu'ils agissent comme si c'était leur propre père qui appelait à l'aide. Maxime Pérez, là aussi, ça joue un rôle. Bien sûr. Immédiatement après la diffusion de ces vidéos, il y a eu des manifestations monstres, parfois même un peu virulentes à Tel Aviv, ce qui est nouveau. On a l'habitude de protester assez pacifiquement. Aujourd'hui, on allume des feux. On prend d'assaut la résidence de Netanyahou, quitte à forcer le cordon de sécurité assez important autour de cette même résidence du Premier ministre israélien. Donc très clairement, la rue israélienne, une partie en tout cas, ces familles qui sont concernées évidemment par le sort des otages israéliens, peuvent tout à fait faire basculer la décision israélienne et pousser Netanyahou en tout cas à aller vers un accord. Agnès Levallois, pourquoi est-ce qu'à votre avis, le Hamas a diffusé ces vidéos la semaine dernière? C'est quand même pas un hasard, si? Non, c'est pas un hasard, bien sûr, parce que les négociations avaient lieu et que le Hamas a très bien compris que, et ça c'est quand même très nouveau dans l'histoire d'Israël, la priorité n'était plus pour le gouvernement israélien la libération des otages, alors qu'auparavant, jusqu'à avant le 7 octobre, quand il y avait un otage israélien, le gouvernement faisait tout pour le libérer ou les libérer. Or là, la population israélienne s'est bien rendue compte que ce n'était pas le cas. Et donc, pour relancer aussi ces négociations et pour permettre d'arriver à un accord, parce que je crois qu'effectivement, le Hamas a vraiment besoin aujourd'hui d'arriver à une trêve ou un cessez-le-feu et donc de l'accepter, eh bien, il fallait que Netanyahou accepte aussi de négocier et que la question des otages est une question éminemment importante et essentielle pour la société israélienne. Et donc, de diffuser ces images, c'est un moyen d'accroître la pression de la population israélienne sur le gouvernement en lui faisant porter la responsabilité du fait que les otages n'étaient toujours pas rentrés à la maison plus de 6 mois après le massacre du 7 octobre. Tout à fait. Ce n'est pas seulement aujourd'hui la coalition de Benyamin Netanyahou qui est menacée. On parle souvent du cabinet de sécurité qui est aujourd'hui le 2e rideau dans le processus de décision des autorités israéliennes. Aujourd'hui, un cabinet de guerre, d'ailleurs dans lequel sont exclus les ministres d'extrême droite de Netanyahou, Smotrich et Ben Gvir. Et aujourd'hui, dans ce cabinet de guerre, vous avez des membres éminents, très appréciés par la population israélienne, comme Benny Gantz, figure de l'opposition centriste, qui menace de quitter ce cabinet de guerre si un accord n'est pas trouvé, un accord raisonnable évidemment, acceptable donc, pour les Israéliens. Donc Netanyahou est réellement pris en étau à la fois par la pression populaire et la pression à la fois de ses ministres et de son opposition. Georges Malbruno, sur la diffusion de ces vidéos la semaine dernière par le Hamas. Je crois que c'est une façon de faire pression effectivement sur Israël. C'est aussi, je pense, une demande américaine. À un moment donné, quand on s'achemine vers une libération, il y a des preuves de vie qui sont demandées. Il y a des preuves de vie qui sont demandées. Comme par hasard, sur les 3 vidéos, il y en avait 2 otages qui étaient israélo-américains. Je crois que Blinken les a vus même avant, probablement, les Israéliens. Donc ça montre, c'est une façon, quand on est, je connais un peu le dossier, preneur d'otages, de montrer son sérieux vis-à-vis de ceux qui vous demandent, dire, voilà, on délivre une preuve de vie et par la même occasion, comme on l'a dit, on fait pression un peu sur le pays concerné, quoi. Et pourquoi l'ont-ils fait maintenant, Jean de Guillassi? Parce qu'on n'est pas très loin probablement d'une... C'est un signe positif, en fait, c'est ça?
Bah oui, c'est le moment où on met une partie de ses atouts sur la table. J'ai l'impression d'ailleurs que le Hamas fait tapis là maintenant. Hein. C'est parce que 33 otages, il ne doit plus en rester beaucoup. Il montre qu'il en a et il a besoin de ce cessez-le-feu durable et donc il sort ses atouts. Mais justement, ces otages, il en reste combien? On parle de quoi? 133 otages, c'est ce qu'on dit en tout cas dans la presse israélienne, qui sera encore aux mains du Hamas. Combien sont morts? Il y a une évaluation? Dans le dernier round de négociations, qui s'est tenu peut-être il y a une quinzaine de jours, le Hamas disait qu'il était en mesure de localiser, d'identifier, donc de donner le nom que d'une vingtaine d'otages. 20 même, le chiffre qui était donné. Donc ça veut bien dire qu'aujourd'hui, évidemment, le temps joue en défaveur de ces otages, qu'on estime qu'une grande partie d'entre eux qui sont restés captifs à Gaza, 130, en réalité aujourd'hui sont sans doute plus en vie. Il n'y aurait plus que 20 otages vivants. Le Hamas ne dit pas forcément la vérité. Vous savez, quand vous êtes preneur d'otages... Ehud Barak, dans le dernier numéro de Foreign Affairs, disait que selon des indications des services de renseignement israéliens, il y en aurait peut-être une moitié qui serait hélas mort. Donc une moitié sur 133. Donc il en resterait quand même. 60. Je pense qu'il en reste. Ce qu'on a perçu des dernières négociations, c'est que effectivement les premières libérations d'otages israéliens, si un accord a lieu, concernerait des femmes, des personnes âgées et des enfants. Et effectivement, on pensait au début à une quarantaine, et d'après ce qu'on a cru comprendre, le Hamas n'en aurait que... sur ces trois catégories, que 25-30. On verra si effectivement ils en ont trouvé plus. Mais il y a une partie de bras de fer, il y a évidemment une partie de mensonge aussi. Je pense que le Hamas a quand même... Alors évidemment qu'il y a hélas des otages qui sont morts, mais encore une fois, le Hamas n'avait pas intérêt quand on détient des otages, on n'a pas intérêt à les liquider parce qu'un otage mort est un otage qui n'a pas de valeur. Agnès, oui, et ce qu'on voit bien, c'est que dans les négociations, l'idée pour le Hamas, c'est de libérer dans un premier temps les civils, les femmes, les personnes âgées, et de garder les militaires, pour ceux qui sont encore vivants, parce que ce sont eux qui ont qui ont un prix dans la négociation important pour le Hamas, et donc en fonction de l'évolution de ce processus, de pouvoir lâcher à la fin ceux qui sont les militaires et qui pour eux représentent un prix évidemment plus important dans le contexte dans lequel nous sommes. Mais si je peux me permettre, on parle effectivement, il faut beaucoup en parler des libérations d'otages israéliens, contrepartie libération des prisonniers palestiniens. Alors, ce serait quelle proportion ça aussi? La proportion justement, c'était... Elle a changé là aussi. C'était sur plusieurs milliers d'hommes. 1 à 20 à 30, avec des prisonniers qui ont, comme on dit en Israël, du sang sur les mains, qui seraient expulsés, etc. Mais au-delà de cet échange de prisonniers, il y a aussi l'arrivée de l'aide humanitaire à Gaza, il y a le retour des Palestiniens du sud vers le nord. Tout ça fait partie du... Tout ça fait partie. Il y a un retrait de l'armée israélienne, y compris peut-être lors de la première phase, à l'issue de laquelle, effectivement, une deuxième phase s'engagerait, où là, le Hamas dit on voudrait avoir des engagements, des garanties qu'on va vers un cessez-le-feu. Donc, c'est le passage de la guerre à une désescalade. Et c'est pour ça que ça prend... On parlait tout à l'heure hors antenne, ça prend beaucoup de temps, mais c'est pour ça que ça prend beaucoup de temps, parce que c'est pas uniquement on libère 5 otages contre 5 prisonniers, c'est la désescalade. Et en même temps, la grande question qui se pose, c'est quand on voit les images de la destruction de la bande de Gaza et du nord en particulier, comment les Gazaouis pourraient même rentrer chez eux dans le nord, alors que tout est absolument détruit, non seulement les maisons, mais toutes les infrastructures. Si vous n'avez pas d'eau, comment les Gazaouis peuvent-ils rentrer? Et donc la question qui se pose aussi dans cette négociation, c'est que exiger effectivement que les Gazaouis peuvent rentrer chez eux, c'est une chose, mais la réalité de cela en est une autre, et on est loin du compte dans le contexte tel que on le voit sur les images. D'autant plus que Benyamin Netanyahou ne cesse d'affirmer, il le disait encore ce week-end, qu'une offensive sur Rafah, donc dans le sud de Gaza, était imminente, qu'il y avait déjà une date de prévue pour cette offensive. L'armée israélienne donc, a accru ses frappes dans le sud de Gaza, donc sur cette zone frontalière, il faut bien le dire, de l'Égypte. On va écouter Mahmoud Abbas, le chef de l'autorité palestinienne qui est en Arabie Saoudite. Nous appelons les États-Unis d'Amérique et Israël à stopper l'opération sur Rafah, parce que les États-Unis sont le seul pays capable d'empêcher Israël de commettre ce crime. Tous les Palestiniens de Gaza sont concentrés dans la ville de Rafah et ce coup fatal suffirait à les faire tous partir.
Et ce serait le plus grand désastre de l'histoire du peuple palestinien. Et nous espérons qu'Israël se retienne et s'abstienne de mener cette attaque. Maxime Pérez, parce que c'est vrai qu'il parle de cette offensive imminente sur Rafah, Benyamin Netanyahou. Donc s'il y a un accord, est-ce que ça veut dire que cette offensive est remise à plus tard, ou est-ce qu'ils vont effectivement, peut-être sous pression américaine ou pas, y renoncer? Elle est déjà difficile à mettre en œuvre, et ça fait plusieurs semaines qu'on en parle, parce que de toute façon, toute prérogative et une action militaire dans cette enclave que représente la ville de Rafah nécessite une évacuation de la population palestinienne, donc de personnes déplacées en particulier, sur lesquelles d'ailleurs les Américains demandent des garanties assez sérieuses à Israël. Pour l'instant, les plans israéliens n'ont pas convaincu les Américains, et c'est la raison pour laquelle on a vu ces derniers jours en particulier l'armée israélienne diffuser des images de nouveaux camps de tentes qui ont été cette fois installés plus au nord de Rafah, dans le secteur de Khan Younes, dont Israël s'est retiré début avril, pour permettre justement cette possible liberté de manœuvre sur le terrain, mais ça ne paraît pas encore suffisant. On est réellement à un tournant. Un tournant, c'est-à-dire, est-ce qu'elle va avoir lieu ou pas? Elle a commencé. Moi, je crois que les Américains ont donné un feu vert, un demi-feu vert aux Israéliens pour faire beaucoup de gesticulations, pour dire attention, on y va, pour faciliter en quelque sorte l'acceptation par le Hamas du cessez-le-feu, enfin de l'accord proposé par les Israéliens. Mais je ne pense pas que le feu vert soit complet de la part des Américains. Non, Joe Biden a clairement dit, feu rouge même. Et donc oui, mais il s'est opposé à beaucoup de choses, Joe Biden. Oui. Alors, mais elle a commencé l'attaque sur Rafah. Quand tu vois le nombre de morts qu'il y a aujourd'hui à Rafah, avec des opérations, avec des familles entières, on parle régulièrement de 60, 80 morts. Donc c'est pas la grande opération telle que souhaitée par Netanyahou, c'est évident. Mais de fait, la situation, quand même, sur le terrain, est une situation qui fait que ça a en partie commencé, mais pas trop, parce qu'effectivement, les Américains n'en veulent pas et que Biden n'en veut pas. Mais est-ce que ça n'est pas en contradiction, justement, avec un accord, avec une trêve, justement, Jean-Joël Bruno? Non, justement. S'il y a une trêve, pendant 25 jours, il n'y aura pas d'opération sur Rafah. Et c'est bien la raison pour laquelle, après, le Hamas dit « je veux un cessez-le-feu, s'engager, etc. » Et pour la première fois, si on en croit les informations qui sortent, Israël accepte de rentrer dans ce schéma-là, qui est un schéma de désescalade et non plus d'attaque sur Rafah. Je ne sais pas si on y arrivera, mais en tout cas, c'est ce vers quoi on s'achemine si les informations qui ont été distillées dans la presse sont vraies. Donc on change un petit peu de calibre là. C'est pour ça que Blinken parle d'offres extraordinairement généreuses. C'est un peu maladroit parce qu'il y a eu 30 000 morts, mais le fait qu'Israël dise on accepte d'entrer dans un processus de désescalade et de calme durable, ça veut dire que le calme durable, ça veut dire, sans vraiment prononcer le mot, un cessez-le-feu. Et pour Israël, un cessez-le-feu aujourd'hui, ça veut dire que on n'a pas obtenu gain de cause au plan militaire, parce que le Hamas existe encore. Et alors, si on récupère les otages, en revanche, on aura une demi-victoire, une demi-défaite. Mais voilà. Mais ça ne va pas s'arrêter là, a priori, Jean-Luc Guignasti. Sur le plan militaire, si effectivement il y a une trêve. Alors, dans quelle mesure Israël acceptera d'avoir perdu une partie, la moitié de la bataille, c'est-à-dire d'avoir laissé survivre le Sinoir et la structure militaire du Hamas? Ça, j'ai des doutes. Et de toute façon, l'affaire continuera parce que je pense que les Américains veulent continuer et penser au jour d'après. Et pour l'instant, la grande lacune, le grand point d'interrogation, le grand désastre d'ailleurs de cette affaire, c'est qu'elle est sans but, elle n'a pas de sens. C'est-à-dire on veut casser le Hamas, on n'y arrive pas, mais il n'y a pas d'orientation politique, il n'y a pas de signification politique de tout cela. Et donc ça, c'est l'étape suivante et elle sera très mouvementée. L'étape suivante très mouvementée. Vous êtes d'accord, Maxime Pérez? En tout cas, on parle d'une opération à Rafah qui pourrait durer 6 semaines. Moi, c'est ce que je lis. Donc, il y a des responsables israéliens qui sont rendus au Caire la semaine dernière, non pas pour négocier une trêve, mais pour justement expliquer leur projet à Rafah. Oui, il ne faut pas s'attendre à voir des divisions blindées entrer dans Gaza, entrer dans cette localité de Rafah par tous les côtés possibles. Je crois que le but israélien qui est affiché, d'ailleurs ces plans ont été validés par le commandant sud de l'armée israélienne cette semaine, présenté au cabinet de guerre israélien. Donc, ce plan consiste à encercler cette enclave, la couper
de Khan Younes pour éviter d'ailleurs le passage de combattants du Hamas vers le nord de l'enclave. D'ailleurs, je pense qu'au moment où on parle, dire qu'Israël, comme il le prétend, va entrer à Gaza pour anéantir les 2 derniers bataillons opérationnels du Hamas, c'est un petit peu un leurre, parce qu'en réalité, comme je le disais tout à l'heure, l'armée s'est retirée de Khan Younes. En réalité, depuis 3-4 semaines, les combattants restants, des forces de vie du Hamas ont tout le loisir de se redéployer dans des localités comme Khan Younes. Donc, si opération il y a, et je suis assez sceptique malgré tout, je pense que ça consistera, notamment à cause des pressions internationales, ça reposera sur des opérations très ponctuelles, des incursions, évidemment, qui seront rendues possibles par un encerclement de cette ville de Rafah, mais il ne faut pas s'attendre à une offensive massive, comme peut-être, évidemment, l'état-major et Benyamin Netanyahou l'avaient envisagé il y a encore quelques mois. Donc, effectivement, il y a un recul là-dessus, a priori, sur... Moi, j'ai le sentiment quand même qu'à un moment ou à un autre, Netanyahou ira. Pour l'instant, les pressions américaines sont fortes. Il y a la négociation parce qu'effectivement, il y a vraiment une volonté d'arriver à une négociation, à un cessez-le-feu. Mais quand je vois comment fonctionne Netanyahou maintenant depuis plus de 6 mois que cette guerre a commencé, je reste convaincue qu'il ira d'une façon ou une autre parce qu'il a besoin d'afficher cet objectif qu'il a tellement annoncé, à moins que tous les otages soient libérés, et à ce moment-là, il pourra se satisfaire. Mais comme ce ne sera pas le cas pour les raisons qu'on a déjà évoquées, s'il obtient la libération d'une partie des otages, mais qu'on apprend que d'autres sont morts, et ce qui est malheureusement probablement le cas, eh bien, il va devoir montrer quelque chose. Il va devoir continuer parce qu'il est pris, il s'est lui-même mis dans cette espèce d'engrenage. Et donc, moi, je fais partie de ceux, mais j'espère me tromper, qu'à un moment ou à un autre, de toute façon, il ira et rien ne l'arrêtera, même dans cette ville de Rafah. Et on voit bien les préparatifs avec l'Égypte, même si l'Égypte nie un certain nombre de préparatifs. Il suffit de voir les images satellites, il y a des préparatifs. Moi, tout ça me fait penser qu'il ira. L'objectif. Malgré les divisions au sein, quand même, là aussi, il faut le dire, au sein du cabinet de guerre. Oui, mais si le Hamas a le sentiment que de toute façon, il en mettra le couvert, pour dire des choses vulgairement, c'est-à-dire si la trêve n'est que momentanée, à ce moment-là, il n'y aura pas d'accord. Parce que le Hamas militaire joue sa survie. Et donc ça, c'est de très mauvais augure pour l'acceptation des conditions théoriquement extraordinaires offertes par le gouvernement israélien. En tout cas, les dirigeants de la région se sont retrouvés aujourd'hui en Arabie Saoudite, à Riyad. Anthony Blinken est également présent, le secrétaire d'État américain, je vous le disais. Vous avez le président de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, qui est présent, le Premier ministre du Qatar, le prince héritier d'Oman, les responsables du Bahreïn. Des discussions qui pourraient justement être des discussions peut-être sur un après-Gaza. Georges Malbruno, vous qui avez écrit ce livre sur MBS, justement, est-ce que c'est un enjeu important aujourd'hui, ce qui se passe en Arabie Saoudite? Est-ce que ça veut dire que MBS, l'Arabie Saoudite, va se retrouve un peu au centre du jeu pour un après? Ce sont des discussions qui se tiennent aujourd'hui? Complètement. Et déjà depuis un certain temps. Vous avez vu les tournées de Anthony Blinken depuis 2 mois. L'Arabie Saoudite, Mohammed bin Salman, le prince héritier, qui en fait est de facto le roi, sera le leader de cette phase dont je ne sais pas quand est-ce qu'elle interviendra, qui sera une phase à la fois de stabilisation et de restructuration de la bande, surtout de reconstruction, de stabilisation et de reconstruction. Et aujourd'hui, vous avez eu encore quand même une déclaration quand même assez forte de Blinken qui a dit là, les éléments de la normalisation entre l'Arabie et Israël sont réunis. Alors c'est quoi ces éléments? C'est un troc. Les Américains et les Saoudiens exigent des Américains la possibilité d'avoir du nucléaire civil, le nec plus ultra de l'armement et autre chose. Donc ça veut dire que MBS a toujours dit depuis 2-3 mois, après avoir gelé sa normalisation entamée avec Israël le 7 octobre, gelé le 7 octobre, il a dit, et c'est ce qu'ils disent, et c'est ce qui est très intéressant de signaler, c'est que MBS et derrière lui, je pense, une partie du monde arabe, on sera prêt, y compris à normaliser avec Israël, stabiliser, financer, refinancer la bande de Gaza qui est dans l'état dans lequel on l'a vu, à condition que Israël s'engage, je les cite, sur une voie irréversible vers un État palestinien. Et donc la balle est renvoyée dans le camp israélien, dire voilà, nous, Saoudiens et Arabes, on est prêts
à faire la part du chemin, mais on ne la fera que si il y a une voie irréversible vers un État palestinien. Et on sait que pour l'instant, les Israéliens n'en veulent pas. Mais je veux dire, visiblement, en coulisses, depuis des mois, ça négocie et MBS meurt d'envie de normaliser avec Israël, mais il ne le fera pas comme l'ont fait ses amis émiriens ou marocains en bradant la cause palestinienne. Il faut en tout cas un chemin irréversible, je le cite, vers un État palestinien. Mohamed Ben Salman, le prince héritier d'Arabie Saoudite. Vous êtes d'accord, Agnès Valo? Alors c'est quoi ce deal? Il y a un deal entre les Américains et les Saoudiens. Il y a effectivement on parle de ce nucléaire civil et puis aussi d'un accord de défense, me semble-t-il, entre les deux pays. Parce qu'il y a une volonté des Saoudiens. Les Saoudiens sont tout à fait prêts aujourd'hui à normaliser avec Israël. Évidemment, le 7 octobre... Ils étaient prêts avant, il y avait déjà des tractations très avancées. Mais on sait que MBS, c'est la pire chose qui lui est arrivée, MBS, puisqu'il était lancé dans un processus de stabilisation régionale en se rapprochant de l'Iran, parce que l'objectif, c'est que les investisseurs viennent pour que tous ces grands projets dont on a déjà parlé, Neom et compagnie, puissent se dérouler. Quand il y a de la tension, quand il y a des guerres, les investisseurs, ils n'aiment pas trop et ils partent. Donc, pour MBS, le 7 octobre a été la pire des choses qui pouvaient lui arriver. Donc, tout chemin qui lui permet de retrouver une stabilité régionale pour que ces projets arrivent à leur terme et que ça se passe par une normalisation avec Israël, il n'y a aucune idéologie de la part de MBS. MBS, la cause palestinienne, il ne s'y intéresse pas, ça ne veut rien dire pour lui. Donc, en même temps, il sait très bien que dans le contexte actuel et avec son père, le roi Salman... Le roi Salman, il tient, lui, à cette cause palestinienne. Il ne peut pas normaliser sans obtenir des vraies contreparties de la part d'Israël. Donc, c'est le chemin qui est avancé et on voit bien que depuis les événements du début du mois d'avril, et en particulier l'attaque iranienne contre Israël, les Américains mettent en avant aussi, auprès des pays du Golfe, la nécessité de renforcer les rangs contre l'Iran. Et donc ça va dans le sens aussi d'une amélioration de la relation avec Israël et donc d'un accord avec Israël. Donc les Américains jouent là-dessus pour convaincre les Saoudiens, effectivement, de rentrer dans cette normalisation. Maintenant, la balle, pour le coup, elle est vraiment dans le camp des Israéliens. Est-ce que les Israéliens vont accepter c'est ça, de faire le pas qui permet de conduire un État palestinien? Parce que dans le contexte actuel, MBS ne peut pas avancer sans avoir des garanties sûres sur l'État palestinien. Oui. Parce que je rappelle juste une chose, c'est que les opinions publiques dans la région, même si on dit tout le temps que ces opinions publiques ne comptent pas, elles sont quand même très, très, très sensibles à ce qui se passe à Gaza et que tous les pays de la région ont qu'une peur, c'est qu'à la faveur de cette guerre à Gaza, les oppositions et les manifestations qu'on a vues en 2011 et 2019 ressurgissent. Et ils n'ont pas du tout envie de prendre ce risque. Et pour MBS, ça, c'est un vrai point dont il est obligé de tenir compte. Maxime Pérez, sur cette question justement de l'État palestinien du côté israélien. Et puis aussi, il me semble que dans cet accord entre les États-Unis et l'Arabie Saoudite, il y avait la problématique du nucléaire. Les Israéliens ne voyaient pas tout à fait d'un très bon œil ce programme nucléaire civil, une capacité d'enrichissement de l'uranium chez les Saoudiens. C'est le cauchemar des Israéliens, pour être tout à fait franc. D'ailleurs, l'Égypte a aussi ce projet, parce qu'il y aura un effet domino inévitable si l'Arabie Saoudite obtient des garanties justement sur ce projet nucléaire. Non, les Israéliens, évidemment, se disent qu'il y a peut-être une victoire stratégique au bout de ces 6 mois de chaos régional pour eux, avec, il faut rappeler aussi ce conflit à leur frontière nord avec le Hezbollah qui menace lui aussi d'atteindre des proportions plus graves. Donc, oui, on parle aujourd'hui aussi. On parle d'une guerre totale. D'ailleurs, le ministre des Affaires étrangères français, ces journées, est venu aussi avec une proposition israélienne à l'égard du Hezbollah qu'il a transmis cet après-midi, je crois, au chef du Parlement libanais. Donc on voit bien qu'on est dans une architecture régionale qu'on essaye de mettre en place. Ce fameux jour d'après, ça n'est pas que la question palestinienne, c'est un règlement régional. Donc on en vient peut-être aux fondamentaux de cette nouvelle réelle politique qu'essayent de mettre en œuvre les Américains depuis les accords d'Abraham en particulier. Jean-Luc Guignasti, je m'adresse aux diplomates, là, justement. Cette revitalisation de l'autorité palestinienne, ça, c'était les mots de Joe Biden. Il y a déjà quelques mois, on n'a plus tellement entendu parler. Donc ça reviendrait. En tout cas, ce forum saoudien redonne un petit peu ses perspectives. Comme d'habitude, le problème palestinien est le nœud du problème. Effectivement, les Saoudiens ne peuvent pas laisser la légitimité palestinienne aux Iraniens. Donc ça, c'est clair.
Donc il leur faut des résultats, et ces résultats sont difficiles à atteindre pour au moins 2 raisons. La première, c'est qu'il y a quand même 500 000 colons, rien qu'en Cisjordanie, je ne parle pas de Jérusalem, et on a vu la difficulté qu'il y a eu à sortir de Gaza, et c'était Sharon en plus, dans le... J'allais dire, la vitalité nationaliste n'était pas en cause. Pour sortir 10 000 colons, ça a été la croix et la bannière, si j'ose dire. Et là, 500 000, armés jusqu'aux dents, ils ont été armés, il ne faut pas l'oublier. Donc ça va être une difficulté absolument énorme. Et il y a évidemment une deuxième difficulté qui est très importante, c'est que pour l'ensemble des opinions arabes, pour les Iraniens, le Hamas représente en partie la résistance palestinienne. Donc réactiver l'autorité palestinienne, ça veut dire faire entrer le Hamas dans l'autorité palestinienne. Et ça, c'est une impossibilité pour les Israéliens. Pour Israël, bien sûr. On va écouter David Cameron, le chef de la diplomatie britannique, qui est justement aussi en Arabie Saoudite. Nous avons besoin de l'autorité palestinienne qui vient d'être nommée. Il faut qu'elle soit investie et soutenue par d'autres et qu'elle se mette en place à Gaza. Nous devons voir la libération de tous les otages. Fondamentalement, ce conflit ne prendra fin que lorsque tous les otages seront libérés. Nous avons besoin d'un véritable horizon politique pour une solution à 2 États, afin que nous puissions envisager un avenir dans lequel il y aura une Palestine en sécurité, à côté d'un Israël en sécurité. Mais surtout, cela ne fonctionnera pas si les 2 autres conditions ne sont pas remplies, à savoir, selon moi, que les responsables du 7 octobre, les dirigeants du Hamas, doivent quitter Gaza. Et il faut démanteler l'infrastructure terroriste à Gaza, car fondamentalement, si ces 2 conditions ne sont pas remplies en même temps, nous ne progresserons jamais. Et ces 2 choses sont, vous devez avoir un avenir politique pour le peuple palestinien, mais vous devez également voir la sécurité pour Israël, ce qui est crucial. Un avenir politique donc pour les Palestiniens et la sécurité d'Israël. Voilà ce que dit David Cameron. C'est intéressant parce que ce monsieur a quand même été Premier ministre de Grande-Bretagne pendant des années. Et quand il dit l'appel aux 2 États, qu'est-ce qu'il a fait pendant 15 ans pour lutter contre la colonisation, etc. Donc comme les autres, comme la France, comme les autres, on agite l'épouvantail des 2 États. C'est trop tard ? C'est évidemment trop tard. Donc c'est le cache-sexe de notre impuissance. Deuxième chose intéressante, il dit il faut que les responsables du Hamas quittent Gaza. Et je crois qu'effectivement, c'est une option qui est aujourd'hui sur la table, parce que Yahya Sinwar et Mohamed Deif et le frère de Sinwar, qui sont les architectes de l'attaque terroriste du 7 octobre, pour l'instant, ils sont là. Et j'ai bien peur que dans 1 mois, 2 mois ou 3 mois, ils soient encore là. Et donc, Israël, on envisage... C'est pas sûr, non, c'est pas sûr, mais ils sont là. Et si on veut si on s'engage dans un processus de désescalade, s'il y a un accord, eh bien, les Israéliens, à un moment donné, vont dire, ils l'ont déjà dit, ces messieurs-là, il faut qu'ils partent quelque part, parce qu'on n'a pas réussi à les dégommer. C'était, rappelez-vous, au début, c'est on va les avoir. Et donc, ça montre aussi les limites. L'opération de Rafah doit normalement, effectivement, continuer dans cette logique de on va les avoir, on va les avoir. On voit bien la grande difficulté quand même de l'opération menée par les Israéliens. Ce qu'on peut imaginer, c'est que dans le cadre d'un accord, effectivement, il y a un moment où on exfiltre les quelques responsables du Hamas qui n'auraient pas été pris par Israël si d'ici là, ils n'arrivent pas à les atteindre. Pour aller où ? Ils peuvent aller au Qatar ou je ne sais où, en sachant que de toute façon, Israël n'aura de cesse que de les atteindre, et comme il l'a toujours fait, c'est-à-dire qu'Israël a toujours poursuivi les responsables d'attentats, où qu'ils soient à travers le monde, même des dizaines d'années ensuite. Donc de toute façon, c'est vrai que leurs jours seront quand même en très grande difficulté, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais pour revenir à la question de cette autorité palestinienne, je crois qu'aujourd'hui, si on veut sérieusement parler de revitaliser l'autorité palestinienne, pour reprendre l'expression des Américains, il faut aussi qu'Israël prenne sa part dans le sens où il y a quelques responsables dans les prisons israéliennes, de responsables palestiniens, qui peuvent jouer un rôle, et que pour l'instant, dans toutes les listes de prisonniers palestiniens, Israël ne veut absolument pas laisser sortir les quelques personnes. Vous pensez à qui, là ? Marwan Barghouti et d'autres, ce n'est pas le seul, mais il y en a quelques-uns. Et justement, Israël ne veut pas qu'ils sortent parce que là, il peut y avoir une alternative à l'autorité d'un Mahmoud Abbas dont tout le monde s'accorde à dire qu'il est complètement délégitimé et qu'il ne peut plus rien faire et qu'il ne représente plus rien. Mais
Mais des est-ce qu'ils ne sont pas personnalités. divisés justement en Israël sur cette question de on libère Marwan Barghouti ou pas? Ou est-ce qu'au contraire... Non, hélas. Non Maxime Pérez. Je ne suis pas sûr aujourd'hui sur justement cette revitalisation de l'autorité palestinienne. De l'impact réel d'un Marwan Barghouti, qui est certes une figure très populaire dans la culture palestinienne, mais il faut savoir aujourd'hui qu'en Cisjordanie, le Hamas a plus que pris ses marques, qui a quand même une islamisation de la Cisjordanie. Il y a des villes comme Hébron, Naplouse, qui sont aujourd'hui constituées de groupes armés qui ont fait allégeance au Hamas ou au djihad islamique, et ce qui est d'ailleurs ce qu'Israël utilise comme prétexte pour mener des opérations, ce qui explique d'ailleurs le bilan assez lourd qu'on a en Cisjordanie depuis le 7 octobre. On est à plus de 500 morts, mais il y a énormément de combattants de ces factions palestiniennes qui se sont reconstitués, ce qui est une première d'ailleurs depuis la deuxième intifada. Donc encore plus compliqué. C'est très compliqué. Oui, mais certains responsables, dont Marwan Barghouti, ont le dialogue avec le Hamas. Oui. Et donc c'est pour ça qu'effectivement Israël ne veut pas laisser sortir ce genre de personnalité, parce qu'effectivement le Hamas s'est renforcé terriblement depuis le 7 octobre en Cisjordanie, mais il y a certaines personnalités en prison qui ont les contacts avec le Hamas et qui font justement le pont entre les deux. Et c'est bien pour ça qu'Israël ne veut pas qu'ils sortent de prison. Une des leçons du 7 octobre sur la scène palestinienne, c'est qu'ils disent tous, eh bien, il faut refonder cette scène palestinienne, et le Hamas, on l'aime pas ou on l'aime, il aura sa place. Alors évidemment, ça pose un problème dans une espèce d'OLP reconfigurée, mais effectivement, et des gens comme Marwan Barghouti, Mohamed Darlan à Abu Dhabi, Darlan s'est réconcilié avec Sinwar du Hamas alors qu'ils étaient vraiment ennemis jurés il y a 25 ans. Voilà, aujourd'hui, il y a eu des aspirations à un front commun, mais évidemment, à la fois pour nous autres occidentaux et pour les Israéliens, le Hamas est infréquentable. Alors après, on pourra peut-être trouver une pirouette. C'est ce que j'avais dit à Khaled Meshal quand je l'avais vu à Doha. Je dis, mais changez de nom, faites quelque chose. Ils y pensent pour que le Hamas, comme l'a dit très bien les États-Unis, les Israéliens vont faire face à une résistance armée du Hamas pendant des années encore. Donc voilà, et le Hamas armé subsistera, et le Hamas politique subsistera, mais plus vite, il y aura une autorité, une alternative au Hamas incarnée par une autorité palestinienne revigorée, plus vite le Hamas déclinera. Il faut bien avoir conscience. Oui, et pourquoi Jean-Luc Liassi déclinerait le Hamas dans ce cas? Parce que Barghouti, c'est la personnalité la plus en vue, la plus apte à reprendre les rênes, si je puis dire. Mais il a mis comme condition l'association d'un certain nombre de personnalités du Hamas. C'est-à-dire que donc il ne disparaît pas, le Hamas. Oui, qui vous a dit qu'il allait disparaître? Il va changer de nom, il sera dans l'autorité palestinienne. Oui, mais on n'était pas obligé de et le Hamas militaire va probablement, à ce moment-là, s'étioler et peut-être disparaître. Merci d'avoir été avec nous ce soir, Georges Malbruno, Agnès Levallois, Maxime Pérez, Jean de Glignasti. Voilà ce qu'on pouvait dire donc sur ces négociations, en tout cas qui auront lieu en ce moment au Caire, en Égypte. Merci à vous tous d'avoir suivi cette émission. Vous la retrouvez sur les réseaux sociaux et je vous dis à demain.